professeur Rachid Benaïssa a bien situé les points les plus importants de cette mémoire qui est importante pour continuer effectivement dans, dans le but de appliquer cette modernisation institutionnelle maintenant, puisque c'est devenu donc c'est une politique nationale. Dans ce contexte-là, on va ouvrir le débat sur la modernisation de la culture, bon, mémoire et perspective. Surtout aussi, on devrait discuter de la perspective. Comment vous voyez les choses? Comment cette modernisation peut être appliquée avec les outils de l'intelligence artificielle, de la modernisation des nouvelles technologies, les IoT, etc. C'est un sujet que tout le monde est en train de débattre. Et je pense que dans la salle, nous avons d'éminents spécialistes que je vois là, qui sont membres du groupe de réflexion Filahaïno, et que vraiment, on souhaite qu'ils prennent la parole et discuter et voir comment on peut démarrer. Alors, bien sûr, vas-y, Katia. Si on arrive à créer cet échange et cette confiance entre tous les acteurs, et que chacun sache qu'est-ce qu'il a à faire, et pas plus et pas moins. À ce moment-là, les choses vont s'accumuler d'elles-mêmes. Sinon, c'est vrai, parce que le problème, on est en phase de construction. Moi, j'ai toujours été contre ceux qui se lèvent. Ah, la révolution grecque, c'est une catastrophe. On bad. 20 ans après, on nous a dit le renouveau rural est une catastrophe. Et pourtant, on disait autre chose. À chaque période, il y a la révolution agraire était un grand programme de développement rural. Mais il y avait une centralisation. Et la centralisation n'a pas permis aux acteurs de base, justement, de réagir. Au contraire. Dans le renouveau, c'était l'inverse. Et pourtant, les deux politiques ont eu leurs détracteurs. Les uns idéologiques, les autres économiques, mais bon, c'est des phases. On peut décortiquer, on peut voir le détail, etc. C'est possible. Mais nous sommes en construction. Donc, si on regarde c'est pour ça que j'ai utilisé le mot expérimentation. Si on regarde l'évolution sur 60 ans, on a évolué. Il n'y a pas eu vraiment de rupture. C'est pour ça qu'il y a eu les 15 ans. Parce que vous posez la question, pourquoi le cycle de 15 ans entre une décision et son exécution? Parce qu'il y a des hésitations. Parce qu'il faut que collectivement on soit d'accord sur une évolution. Une très bonne idée, il faut qu'elle mûrisse. Dans d'autres pays, ça mûrit en 3 ans. Donc c'est gueule. Pourquoi? Parce qu'il y a la circulation d'informations, parce qu'il y a la discussion. Et dans l'agriculture, il ne faut pas oublier une chose. Les agriculteurs, 99% des agriculteurs sont des exploitants privés. Quand je dis privé, c'est pas pour dire, c'est pour dire que le gars vit de ça. Et tout son argent est là. Tout son patrimoine est là. Il joue. Donc quand vous venez lui dire pourquoi tu ne fais pas ça et vous attendez que du jour au lendemain il va le faire, il ne le fera pas. Il faut qu'il voie son voisin, il faut qu'il voie d'autres expériences, il faut qu'il vous mette à l'épreuve, qu'il sache que ce que vous dites c'est pour son bien. Donc cet écosystème, il faut que petit à petit, je pense qu'on est en train d'évoluer vers ça. On est en train de... Aujourd'hui, je profite pour répondre à une autre question. On dit que les agriculteurs sont vieux. C'est pas vrai. On a fait les statistiques. On a une structure de la population tout à fait
normal. 25% au-dessus de 50 ans. Le reste, c'est en dessous. Donc, l'idée que c'est des vieux, ça a changé. Quand il y a eu les concessions, plusieurs actions ont été faites, c'est faux que d'affirmer que les agriculteurs sont tous des vieux séniles. J'ai ajouté le mot sénile. Hein, parce que c'est pas ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, question d'Assi Abdelmajid. La trajectoire, c'est vrai. L'agriculture, c'est une activité à multirisque. Déjà qu'on n'y a rien. Vous avez la pluie, vous avez la sécheresse, vous avez la guerre. Vous vous rendez compte, il n'y a pas l'homme qui n'est pas intervenu encore. Et quand vous avez encore les hommes qui interviennent, donc la multirisque évolue. Voilà, se multiplie, voilà. Donc, il faut répondre à tout cela. Et donc, quand on est gestionnaire de l'agriculture, on doit intégrer tous ces paramètres. Et parfois, il y a des choses simples ne passent pas, et des choses complexes passent. Comme ça, du jour au lendemain. Vous avez un programme qui fait intervenir une dizaine de services. Vous appréhendez qu'il n'y aura pas de connexion, elle a lieu. Et parfois, une qui dépend de 2 personnes, ça ne marche pas. Et cet équilibre, il faut le trouver. Et de toujours, hein, c'est pas uniquement... Hein, c'est pas uniquement que chez nous. Une agriculture, c'est une recherche de l'équilibre constant, de tous les jours. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un fait social complet. Ce n'est pas uniquement une technique, voilà, un acte à faire. C'est plusieurs actes et de différentes natures qui doivent converger en même temps. Et surtout, si on cherche une agriculture collective, c'est-à-dire, enfin, collective, pas dans le sens gestion, une avance. Troisième question, l'organisation, je n'ai pas saisi, c'était... La troisième question, c'était l'organisation. Ah, le foncier. Le foncier. Oui, le foncier, le plus important. Moi, j'ai considéré, parce qu'on est comme je suis en train de transmettre, je ne suis pas en train de convaincre. Donc, je donne mes idées. Pour moi, on a fini par répondre à toutes les questions du foncier dans la législation. C'est faux de dire que c'est un problème de fond. C'est faux. En 2025 ou en 2026, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? J'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit, Gaël, je répète, au début, 1962 à 71, Gaël, on n'a rien fait. On a mis l'autogestion sur les terres récupérées des colons. Le reste, Gaël, comme avant. Il y a eu même un texte qui dit il faut tout accepter sauf les textes qui touchent à la souveraineté. Tous les autres textes, j'ai oublié le numéro de l'article, hein, c'est une loi, enfin une décision dans le temps, Gaël Kablina. Ensuite, on a tout étatisé. Et on a nationalisé une partie des terres. Ensuite, graduellement, doucement, progressivement,
on a commencé à lever les obstacles pour arriver à une économie libérale avec les statuts qui y vont, qui sont adaptés. On a commencé par dire, voici les domaines. Jusqu'à 1990, on n'avait pas la définition des terres. On avait le Fonds national de la révolution agraire, point. Et quelques privés. Ou le Habous. Ensuite, on a dit domaine privé de l'État, domaine public, domaine privé. On a restitué les terres, domaine privé. On a dit, ces terres sont du domaine public. Quand on dit public, ça veut dire qu'il y a toute une organisation derrière. Et on a dit domaine privé de l'État. Quand on a dit domaine privé de l'État, on ne parle plus de terre arge. Ça n'existe pas. On ne parle plus de terre communale. C'est des terres du domaine privé de l'État. On a mis 15 ans pour dire qu'est-ce qu'on doit en faire. Là, je suis d'accord avec. 15 ans pour qu'on dise domaine privé de l'État ne peut être géré que par la concession à longue durée. Et la concession a été conçue comme une propriété. Parce que la seule exigence, il y a deux exigences fondamentales. La terre doit être travaillée. Et s'il y a vente du droit de concession, ça ne peut pas se faire au profit d'étrangers. Voici les deux seules restrictions par la loi. Maintenant, le reste, c'est-à-dire un remembrement. Le remembrement, c'est un acte volontaire et c'est un acte économique. La loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, s'il y a décès de l'exploitant, on ne peut pas démembrer. La terre ne peut pas être divisée. Il faut que la famille désigne un exploitant. Deux, s'il y a vente, il faut que ça soit à celui qui est voisin. Priorité. Il y a une série de décisions de ce genre, toutes vont dans le sens de remembrement pour avoir des exploitations viables, exploitables. Et les textes en vigueur également fixent un seuil en dessous duquel on ne peut pas descendre pour qu'une exploitation soit viable. Donc, du point de vue loi, du point de vue règlement, le problème est résolu. Dès le moment, le domaine privé, on a dit on reconnaît la propriété privée, elle est défendue par la loi. Le domaine public, il est protégé. Le domaine privé de l'État, il est géré par la concession. Et ces règles, je viens de les résumer. Donc, la question foncière, telle qu'elle est posée dans la rue, voilà, dans les écrits, est fausse. Il y a d'autres problèmes. Mais je ne veux pas ouvrir le débat maintenant. Nasser Bournan, Rachid, tu me permettras d'être un petit peu provocant. Allez-y. Comme d'habitude. Allez-y. Est-ce qu'on doit parler d'écosystème agricole ou d'agriculture? Est-ce qu'on peut imaginer un instant, dans les années 70, à l'époque je travaillais encore sur l'agriculture, j'ai fait ma thèse sur l'agriculture privée et les politiques agraires en Algérie à l'époque, c'était dans les années 70, et il me semble qu'on ne peut pas parler d'agriculteurs, on parle de famille dans laquelle il y a l'activité agricole au sein d'une pluriactivité. Il y a des stratégies qu'on ne peut pas ignorer, qui ont une incidence directe sur les choix qui sont faits sur le terrain. Alors, ma première question, comment aborder la question du développement de l'agriculture compte tenu de cette réalité sociale et économique? Le deuxième élément,
toujours pour compliquer un petit peu le schéma, pour avoir travaillé sur, disons, en gros, l'Afrique et le continent africain et l'Amérique latine, je crois, sans pouvoir me tromper, dire que l'Algérie est un cas typique de pays où le traumatisme en direction des écosystèmes agricoles a été le plus fort. Je ne connais pas un autre exemple, un autre pays qui a subi autant de réformes sur une aussi courte période. Il en est résulté une dévalorisation totale de l'activité agricole. Alors, comment redresser la barre? Alors, troisième élément, depuis l'indépendance, avec la colonisation, il y avait, et après la colonisation, il y avait des SAP, des CIP, etc., etc. Tout cela me semble avoir été démantelé sans pouvoir, pour autant, mis en place des relais dans lesquels les parties prenantes, d'une manière générale, pouvaient se retrouver. C'était toujours hiérarchisé et le résultat, c'est que chacun fait et exploite ce qu'il peut. Alors, comment peut-on redresser la barre avec un tel passif? Et la dernière question, si l'on regarde l'évolution du modèle de consommation alimentaire, qui tend à s'homogénéiser quel que soit l'espace dans lequel on se trouve, et dans lequel la production céréalière tend à être accompagnée d'une consommation beaucoup plus importante de la production animale et de la production des produits maraîchers, etc. Et on voit l'explosion. Alors, compte tenu de cela, compte tenu de l'évolution du modèle socio-économique dans ce pays-là, compte tenu du modèle tel qu'il a été instillé par l'école, qui a eu tendance à homogénéiser les espaces. Alors, dans tout cela, comment peut-on arriver à construire une agriculture durable? Merci. Je vais prendre une autre question, je sais. Ça, pour la fresque historique, le rappel très intéressant qui met un peu les jalons sur le temps long de l'évolution de l'agriculture algérienne et combien c'est important ce rappel parce qu'en définitive, ce que nous vivons, les structures agraires que nous avons aujourd'hui, le rapport à l'agriculture, le rapport de l'agriculteur à la terre, le rapport de la société à l'agriculture, est la résultante justement de cette histoire. Et vous l'avez très bien dit, rappeler ces moments nous permet de mieux comprendre, d'avoir les clés un peu pour comprendre la situation complexe d'aujourd'hui. J'ai également beaucoup apprécié le fait de ne pas limiter la question de la modernisation de l'agriculture à la dimension technique. C'est le biais dans lequel on tombe souvent. Modernisation, c'est technologie, technique de production, modernisation du process de production. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas suffisant. La modernisation, ça inclut également la modernisation institutionnelle. Je rajouterai juste peut-être une nuance dans la modernisation institutionnelle. Ce n'est pas que les organisations. Parce que par institution, on peut aussi entendre les règles du jeu. C'est-à-dire les lois, les règles qui définissent les rapports entre acteurs économiques dans le secteur agricole. Les règles de jeu foncières, les règles de jeu, le rapport au marché, les règles agriculteurs, organisations publiques. Et toutes ces règles de jeu méritent aussi d'être modernisées. Nous vivons dans une confusion de règles qui malheureusement ne clarifie pas un peu le jeu. Notre jeu n'est pas clair pour tous les acteurs. Et nous avons donc des difficultés. Les acteurs sur le terrain ont des difficultés à lire les règles et chacun, selon sa compréhension, ce qui fait que nous n'avons pas une seule arène avec les mêmes règles, mais que nous avons des arènes, il y a une segmentation et ça crée après une situation un peu compliquée. Ça, je passe et j'aimerais bien aussi... j'ai aussi aimé la question de territorialité. La notion de la territorialité renvoie à la construction de l'État central en Algérie. Le rapport centralisation-territorialisation
est un débat très important dans un pays comme l'Algérie. Et ça mérite des conférences et des spécialistes des sciences politiques pour nous rappeler les enjeux qu'il y a derrière cette volonté de garder le pouvoir au niveau central et ne plus laisser ou pas assez d'espace à l'expression des acteurs locaux pour redéfinir leurs règles, les règles de jeu qui s'adaptent à leur territoire. J'ai 2 questions à la fin. Alors, vous avez évoqué 2, de mon point de vue, plein de questions intéressantes, mais 2 sur lesquelles je voudrais revenir, les autres ont été évoquées. C'est la question de... Vous avez dit que le statut de l'activité agricole, le fait de la considérer comme une activité civile pose problème. Donc, vous êtes pour qu'on la considère comme une activité commerciale? Non. Au contraire. L'article, j'ai participé à l'écrire. Donc, non, mais au contraire. La question, aujourd'hui, l'activité civile, l'agriculture comme activité civile, ça la dédouane d'un certain nombre d'obligations qui sont imposées aux activités agricoles. Il y a aujourd'hui une nécessité, je pense, à mettre de l'ordre. Oui, activité civile dans la définition, mais quelle obligation les agriculteurs qui ont ce titre, peut-être une typologie, pas tous, Oui. mais certaines catégories d'agriculteurs, même si leur activité est considérée civile, auraient probablement des obligations de tenir une comptabilité au même titre que les obligations pour les activités commerciales, etc. Donc il faudrait qu'il y ait une réflexion pour affiner cette définition et que le statut d'activité civile, qui a toute sa définition, dans tout son sens, ne devrait pas être aussi le lieu commun de la confusion autour de l'activité agricole et son rôle économique. Et aujourd'hui, il y a un grand problème sur justement les affiliations et la protection sociale, se déclarer ou pas à la CASNOS, le NIF, le NIS, toutes les identifications. Il y a un grand débat, il y a donc une confusion autour des définitions. Donc votre avis serait très intéressant puisque vous avez contribué à l'écriture de la loi. Vous avez nuancé tout à l'heure en disant que tout ce qui vient après l'activité de production serait aussi de l'activité agricole. Je vais vous étonner qu'on ne leur donne pas le titre d'un carte fellah. Mais vous l'avez dans la loi, les activités sont enchaînées à l'activité de production. C'est-à-dire que si la chaîne est rompue, les autres ne peuvent pas prétendre à l'activité agricole. Donc je trouve que c'est... Deuxième question, vous avez dit que l'agriculture n'est pas qu'une activité économique, mais c'est avant tout une activité aussi sociale qui a une dimension identitaire, culturelle, etc. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de l'agriculture entrepreneuriale? Les entreprises n'ont que faire de la culture, ne sont pas nécessairement les gardiennes de la culture, elles sont gardiennes de leur intérêt, et c'est tout à fait légitime. Et donc, l'agriculture d'entreprise ne serait pas le début du démantèlement de cette agriculture gardienne de la culture et de l'identité des territoires? Question. Et puis juste un petit commentaire sur la question du cadre réglementaire qui serait bouclé par rapport à la question foncière. Peut-être pour les terres privées, même s'il y a encore débat, par contre, il y a un grand oublié dans les politiques foncières de l'État, c'est les terres privées. Il ne suffit pas de les reconnaître. La loi d'orientation foncière de 90 les reconnaît effectivement. Par contre, la question de l'indivision n'est pas suffisamment bien traitée. La question du remembrement sur les terres privées, il ne suffit pas juste de dire que c'est une action privée. Il faut qu'il y ait des instruments publics pour favoriser le remembrement, c'est-à-dire le crédit, d'abord certains types de fiscalité pour inciter à la mise sur le marché, ensuite les crédits fonciers pour favoriser le... Donc tout ça, les spécialistes du foncier appellent ça le remembrement par le marché ou les réformes agraires assistées par le marché. Et donc l'État laisse faire le marché avec des instruments qu'il met en place pour orienter la reconfiguration des structures foncières en fonction du choix fait par l'État pour donner... pour épouser la vision future de l'agriculture. Donc il y a encore beaucoup, je pense, en matière réglementaire de politique foncière, d'outils et d'instruments à mettre en place pour compléter la matrice institutionnelle de la question foncière. Je m'arrête là. M. Bounaïssa, c'est un grand plaisir. Moi, je disais que je retiens les zones agroécologiques, les territoires comme territoire, donc... Vous avez cité 5 zones agroécologiques qui sont édifiantes. Et vous avez également utilisé
deux concepts, complémentarité, intégration. Et aujourd'hui, quand on voit le glissement qu'il y a aujourd'hui dans l'agriculture, notamment vers le sud, on est en train de déplacer pratiquement tout le processus de production vers le sud. Et là, je pense qu'on va perdre la notion. Il y a aussi le terme de durabilité. Ce déplacement, est-ce que, à votre avis, est-ce qu'il n'y a pas un problème de durabilité, un problème de ressources, de gestion des ressources, également la notion de territoire, parce que là, on est vraiment dans l'entrepreneuriat extrême. Deuxième question, effectivement, vous avez cité tout à l'heure, aux États-Unis, il y a 5% d'agriculteurs qui nourrissent le monde. 2% qui nourrissent le monde. En Algérie, on a 1,5 million, plus de 25% de la population. On n'arrive pas à nourrir 40 millions. Est-ce que la typologie actuelle, notamment avec la nouvelle tendance, modernisation, technologie et mécanisation, est-ce que ça ne freine pas? Est-ce que ce n'est pas un facteur limitant pour cette nouvelle agriculture moderne? Parce que je ne vois pas aujourd'hui une exploitation de 5 hectares, recruter un ingénieur ou un vétérinaire. Acheter un tracteur, donc même si on fait les coopératives, il y a le volet social dont on a parlé tout à l'heure, est-ce qu'on est aujourd'hui dans la culture du partage? On va créer de coopératives prestations de services, pas de coopératives dans le sens mutuel. Donc on est loin de la notion territoriale, culturelle, sociale. Est-ce que ça ne vous verrez pas un petit peu cette tendance, si on ne tient pas compte de ce préalable? Et là, je pense qu'il y a peut-être, vous avez bien cité tout à l'heure, il faut d'abord moderniser l'institution. Il faut qu'on arrive déjà à avoir dans la tête cette vision. Donc, il faut que les organes d'appui ou les organes institutionnels... Moderniser la pensée. Oui. Avant, oui. Donc, sinon, je suis sûr qu'on va tourner dans 15 ans, on va revenir, on va dire en fin de compte, on a oublié un élément et on va revenir à la case départ. Je vous remercie. Alors, Sahaftorkom. Je suis une intruse parce que je suis de l'école médicale, des sciences médicales, donc diplômée en sciences médicales. Je suis docteur Brahim Souaed et ex-chef de service spécialité maladie rénale, dialyse et transplantation rénale. Et j'étais acharnée depuis 2016 sur des travaux concernant tout ce qui est santé publique. Et là, je commence par ma question parce que je voudrais savoir, étant donné que vous êtes expert, premièrement, deuxièmement, vous êtes un ex-ministre et vous étiez à la tête de tout un ministère qui regroupe les agriculteurs algériens qui sont porte-garant de la santé publique alimentaire et la sécurité sanitaire liée à toute consommation confondue entre Azera, Tarbiya, Mawashi, et l'industrie agroalimentaire, étant donné que l'être humain est le consommateur final de tout ce qui est pesticides, engrais, raticides, herbicides, tout ce qui est additif, conservateur concernant l'industrie, et impact direct confirmé scientifiquement, un débat international, je ne parle pas de l'Algérie, un débat international, des décrets différents, indemnités différentes qui sont déjà, vous êtes au courant, sur les différentes assemblées populaires européennes, avec des indemnités, des sanctions et tout. Quel est le degré de l'information, de la formation et le degré de conscience collective chez les agriculteurs algériens concernant les risques liés à la santé? Et j'étais très contente, j'ai raté quand même un bon début de votre conférence, mais j'étais très contente en lisant aussi le résumé de votre conférence parlant de la sécurité sanitaire intégrée One Health, c'est-à-dire tout ce qui est agriculture, élevage, quel que soit, bétail et autres, et l'industrie agroalimentaire qui est sous la main directe de nos agriculteurs qui sont porte-garant de notre consommation au quotidien. Les risques sanitaires sont prouvés, les maladies impactent d'abord l'agriculteur. Je ne sais pas, est-ce que le Filahine Diaoulna sache qu'on est en train de les recevoir
des décès. Hein. Les agriculteurs, ils goûtent parce qu'il y a plein de pathologies par rapport à l'infection du sol, sol souillé par les excréments des rats ou autres, brucellose, leptospirose, toute maladie. Déjà, l'agriculteur, c'est le premier qui est attaqué en dehors de notre sécurité sanitaire. Voilà ma question. Degré de conscience collective, information et formation de nos agriculteurs, étant donné que vous êtes ex-ministre. Merci. À mon tour, je voudrais remercier Dr Benaïssa pour effectivement d'avoir un peu remonté le temps. Hein. Depuis 62, ça fait quasiment 70 ans. Ah, Je connais midi. Dina midi. 8000 ans. 8000 ans en une demi-heure, c'est colossal. Anna, je voulais vous poser, avoir votre opinion, c'est pas vraiment une question, mais plus avoir votre réflexion sur le développement territorial, notamment l'expérience du renouveau rural, qui a été développé durant de nombreuses années et je dirais avec succès, même si cette expérience malheureusement a été un peu mise au rebut ces dernières années. En parallèle, au niveau territorial aussi, il y a le développement local qui est développé par d'autres ministères, où il y a eu quelque part, je ne sais pas comment qualifier ça, hein, une concurrence, un leadership, ou un peu de difficulté d'existence entre les deux approches. À l'autre extrême après, on a aussi l'approche territoriale développée par le schéma national d'aménagement du territoire, puisque dans le Sénat, on parle beaucoup de l'équité territoriale, et aussi le découpage qui a été développé à ce niveau-là, qui est, j'allais dire, presque formel, parce qu'il n'a pas vraiment une existence réelle sur le terrain. Je veux parler du mal à retenir ce nom, là. Les espaces de programmation territoriaux, puisqu'on a l'Algérie centre, Algérie ouest, etc., au plateau est, centre, ouest, mais qui n'ont pas vraiment d'existence légale. Sachant que pour l'agriculture, nous on a toujours appris en nous disant l'agriculture c'est la science des terroirs. Donc quelle est votre réflexion là-dessus, en tout cas pour l'avenir de l'approche territoriale en Algérie, notamment pour ce qui concerne donc, le secteur agricole. Ma seconde question est un peu sur, vous avez parlé de diversité, moi je suis tout à fait d'accord là-dessus, mais en même temps ce qu'on observe aujourd'hui c'est plus une focalisation vers le sud du pays. Est-ce que c'est un mirage? Est-ce que c'est la profondeur stratégique du pays au niveau agricole et peut-être même plus, parce qu'on peut aller au-delà de l'agriculture? C'est vrai qu'il y a des ressources, notamment en eau, il y a moins de pollution. Les terres agricoles dans le nord rétrécissent comme une peau de chagrin chaque jour que tu fais, hein, avec les autoroutes, avec les industries, l'urbanisme, bon, c'est complètement affolant. Et comment vous voyez ce devenir? Est-ce que c'est plutôt une chimère ou c'est peut-être vraiment un axe stratégique sur lequel le pays devrait se focaliser? Et j'allais dire même par extrapolation, non seulement l'agriculture, mais le pays dans son ensemble. J'ai écouté, ça fait pas très longtemps, un expert russe qui discutait un peu sur la stratégie du pays, qui avait dit on a eu pratiquement 3 étapes. Une étape où on était focalisé vers l'Europe de l'Ouest. Là, on est plus vers l'Eurasie, mais en fait, la profondeur stratégique de la Russie sera la Sibérie. Par extrapolation, est-ce que vous pensez que l'avenir de l'Algérie, c'est plutôt le sud du pays? Et enfin, la troisième, c'est, je ne sais pas si c'est un oubli de votre part ou c'est volontaire, vous n'avez pas du tout évoqué l'environnement international de l'Algérie. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'influences quand même
par rapport au marché, par rapport aux importations, ce n'est pas quelque chose de neutre. Voilà, je vous remercie. صحبتكم بدء نشكر الدكتور بن سمان على هذه الدعوة. نشكر سيد الوزير سيد رشيد بن عيسى الدكتور رشيد بن عيسى على هذه المحاضرة القيمة اللي عرج بها من خلال على تاريخ الفلاحة من العهد النوميدي، وتمتعنا يعني من خلال عرضه من العهد النوميدي إلى الاستعمار الروماني، إلى الفتوحات الإسلامية، إلى العهد العثماني، إلى الاستعمار الفرنسي، إلى الجزائر المستقلة، وإلى الجزائر الحديثة. ربما نسموها زلة قلم فقط. لاحظت أنا في الطابلو اللي موجود هيه بأنه التسيير الذاتي منسوب إلى سنة 1970. دونك الحقيقة التسيير الذاتي يستحدثه هو رئيس الراحل أحمد بن بلة رحمه الله بموجب القانون 23 مارس 63. دونك اللي في الحقيقة هي تجربة مقتبسة عن التجربة اليوغوسلافية اللي في حد ذاتها هي مقتبسة عن التجربة الروسية يعني. دونك السؤال اللي حابين نطرحه على دكتور بن عيسى هو أنه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كان استحدث مجلس وطني للمكننة الفلاحية. يعني نظرة الدكتور بن عيسى لهذا المجلس، لأنه في بيان رئاسة الجمهورية في مطلع السنة الجارية 2026 في جانفي بالضبط، كان الهدف من وراء استحداث هذا المجلس حسب بيان رئاسة الجمهورية هو توسيع الأراضي أو المساحات الأراضي الزراعية، والهدف من ذلك كذلك هو رفع مردودية الإنتاج الفلاحي. وشكرا. J'ai beaucoup aimé au début quand tu as parlé tu as dit que l'agriculture, c'est pour ça que j'ai pris note, l'agriculture ne suit jamais une trajectoire rectiligne. Entièrement d'accord avec toi, sauf qu'aujourd'hui, c'est le monde entier qui n'est plus, ce n'est plus la trajectoire rectiligne, c'est une trajectoire qui avance trop rapidement. Elle affecte non seulement l'agriculture, mais aussi toutes les activités humaines, économiques, etc. Alors, et dans ce cadre-là, donc le défi ou l'enjeu actuel pour l'agriculture, parce que la trajectoire, comme je l'ai dit, elle est de plus en plus rapide, en quelque sorte, elle a aussi un impact majeur sur la souveraineté. Et c'est pour ça que tous les pays reviennent un petit peu à tout ce qui peut assurer la souveraineté nationale dans tous les domaines. Considérant l'état actuel que tu as décrit en ce qui concerne l'agriculture algérienne, est-ce que l'intégration des territoires, par exemple, dont tu parles, est-ce que tu ne penses pas, par exemple, qu'elle doit passer, par exemple, pour le futur, moi ce qui m'inquiète c'est le futur d'ailleurs, ce n'est pas le présent. Le futur va être beaucoup plus difficile à affronter. Est-ce que tu ne penses pas que l'agriculture devrait passer à ce moment-là, considérant les défis concernant le changement climatique, la détérioration par exemple des sols, la pollution, etc. Beaucoup de facteurs qui impactent gravement l'agriculture. Est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait spécialiser dorénavant les territoires et introduire par exemple de nouvelles filières agricoles, ou bien laisser les choses telles que tu les as décrites dans le passé, c'est-à-dire le littoral, les hauts plateaux, steppe, Sahara, etc. En fait, les 5 territoires que tu as cités. Ou bien alors, est-ce que tu ne penses pas, par exemple, qu'il faut une révolution foncière? Parce qu'il me semble que le foncier a toujours posé un problème très important dans le secteur de l'agriculture, à savoir le démembrement des exploitations. Il y a beaucoup trop de petites exploitations par rapport à des exploitations, par exemple, qui sont très larges, enfin en superficie, et bien sûr en production pour assurer la souveraineté. La souveraineté, c'est celle-là. Elle ne peut être assurée que par un foncier qui est bien organisé. Ça, c'est ma première question. Oui. La deuxième, non, les autres, elles sont beaucoup plus simples. Par exemple, c'est des préoccupations. Moi, je suis en train de regarder de l'extérieur le monde agricole. Est-ce que tu ne penses pas qu'aujourd'hui, le monde agricole, la population agricole est en train de vieillir de façon assez grave,
se réduire. Et qu'est-ce que tu recommanderais justement pour rétablir un petit peu l'équilibre à l'intérieur du monde agricole? Je ne poserai pas d'autres questions. Vas-y, vas-y. Il ne faut pas qu'on te gêne. Hein. Ah bon? Oui. C'est la démocratie totale. C'est la démocratie, la troisième et la dernière. J'ai vu tout à l'heure une planche avec 4 institutions, avec l'agriculture au milieu, et les missions ou les préoccupations de chacune des institutions. Est-ce que cela veut dire que l'agriculteur doit avoir affaire, ou faire partie, ou intervenir au niveau de chacune d'elles? Est-ce que ce n'est pas trop pour un agriculteur? Il vaut mieux le laisser dans une seule institution par rapport à une seule institution pour qu'il se consacre beaucoup plus à sa mission. Voilà. Salam alaikum, Abdelrahim Mahmoud, je suis agriculteur à Tiaret. Je voudrais réagir. Vous avez dit l'économie, c'est de l'accumulation. Mais malheureusement, l'agriculture, on accumule, ok, mais il n'y a aucun chiffre pour recenser l'accumulation. On n'est pas considéré comme une véritable entité économique en tant qu'exploitant agricole. On n'a pas de bilan, on n'a pas de centre de gestion. Et puis, je pense aussi qu'il faut vraiment... La véritable réalité, c'est la formation et le niveau des agriculteurs, sans vouloir décrédibiliser mon milieu professionnel, mais il est vraiment très très mauvais actuellement. Et je pense que l'un des enjeux de notre agriculture, c'est de mettre en place des centres de gestion et de forcer les agriculteurs à avoir des bilans. Sinon, on ne pourra rien faire. L'agriculteur, on a dit, tout travaille pour faciliter le travail de l'agriculteur. Tout. Bon, comment on réfléchit? Quand on a construit ces organisations, je parle des textes, j'ai besoin de formation, l'agriculteur a besoin d'être informé. Il est isolé dans la nature, il est rawadou. Il a besoin d'être informé. Quand on arrive à bien le former, il a besoin d'être formé. Ensuite, il a besoin d'être accompagné et conseillé pour des actions chez lui. Et il a besoin qu'on l'entende. Quelle est l'organisation qu'on a mise en place? C'est la Chambre d'agriculture. La Chambre d'agriculture est construite sur une dualité. C'est une organisation para-publique. La mission principale, elle doit être l'interface avec les agriculteurs pour emmener la bonne nouvelle ou les bonnes informations ou les bonnes techniques auprès des agriculteurs. Leur mission, c'est celle-ci, les chambres d'agriculture. Donc, première mission. Deuxième mission, l'agriculteur, il y a des choses qu'il peut faire seul, il y a des choses où il a besoin des autres. On doit acheter un tracteur ensemble. Il n'a pas assez d'argent. Il veut savoir où est-ce qu'on vend les intrants. Il veut avoir des intrants moins chers. Il veut avoir... Ça, c'est toute la série que la loi prévoit. Les coopératives, les groupements, les associations. C'est ça. Donc, c'est pour lui régler ce deuxième problème. Troisième problème. Il a produit, il veut vendre. Il veut gagner. Il veut travailler sur le long terme. Il ne veut pas travailler par un coup. Il a besoin de savoir les commerçants qu'est-ce qu'ils veulent. Il a besoin de savoir les industriels qu'est-ce qu'ils veulent. Il a besoin à ce que les chercheurs qu'est-ce qu'ils veulent. On lui a rapproché tout ça par l'interprofession. Et c'est à l'interprofession de construire la filière. Ce n'est pas l'administration. Donc,
quand vous lisez les textes, vous oubliez ce qui se passe, vous lisez ce qu'il y a, et vous trouvez le quatrième, c'est le syndicat. Et le syndicat, il est dans la défense des intérêts par rapport aux autres. Donc on est en train de parler de l'écosystème. Donc les quatre sont là pour régler les problèmes qui se sont accumulés au fur et à mesure chez les agriculteurs. L'objectif, je vais vous donner qu'un exemple. En Suisse, les aviculteurs, يقال عليهم انهم les plus grands organisateurs. Et ils respectent la loi. Un aviculteur ne bouge pas de son exploitation. La surface, la grande surface, lui dit, Monsieur Flan Ben Flan, nous voulons avoir du poulet à 900 grammes. Oui, tous les autres services viennent chez lui. Et tout est réglé. Est-ce que c'est la réalité? Non, non, non. Mais non, je dis, non, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. C'est pour ça que j'ai commencé par répondre à ta question. Hein? Première chose, il y a des textes. Appliquons-les. Un jour, quelqu'un m'a dit, je saute à une autre question, résume-moi l'agriculture. Et il ne faut pas que tu écrives plus de 2 pages sur toute l'agriculture. Comment je vais faire, Anna? Je me suis cassé la tête. J'ai dit tout simplement, les mots n'ont plus de sens. Coopérative, mais si coopérative. L'office n'est pas office. Office, c'est un bureau. Tu l'anglais. C'est un bureau. Ce n'est pas une entreprise. Pourquoi on dit l'entreprise féminine? Coopérative. C'est les coopérateurs. Maintenant, on peut trouver les explications. Pourquoi? On peut trouver. C'est Nasser Hadar, les CIP, les SAP, hein? C'est vrai. Avant l'indépendance, toutes ces organisations étaient aux mains des colons. Donc nos agriculteurs, pour eux, c'était al-Khalil. C'est des instruments de domination. Il y a quelques Algériens étaient acceptés les strapontins. D'abord, qui sont devenus les grands agriculteurs. Après. Donc, à partir de là, il y a un rejet. Après l'indépendance, l'État s'est substitué à tout le monde. C'est moi qui crée les coopératives. Donc, qui crée les coopératives? Donc avec l'agriculteur, qui devait être responsable de ces... Et petit à petit, devenu, tu ajoutes l'histoire de la période ottomane. Tu trouves dans l'inconscient des gens cela. Maintenant, comment sortir? C'est ça la question de Sinas. Comment construire? Je ne vous cache pas, on est tous, on se partage les mêmes questionnements. Hein? Mais j'ai eu la chance ou l'honneur de travailler pendant 6 ans comme ministre délégué du développement rural. Et quand j'abordais le rural, je me disais, oui, avec qui, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Développement, introduire le progrès dans un monde rural, j'ai sillonné tout le pays. C'est une chance, hein, que beaucoup n'ont pas eu. J'ai eu la chance de parler avec les ruraux de toutes les régions du pays. Et chaque fois, je me posais la question, comment faire pour que je trouve le moyen de construire quelque chose? Petit à petit, je me suis fait 2 convictions. La première, si on les laisse seuls,
sans orientation, sans une approche globale, c'est la dispersion, c'est tout le monde chante sa chanson. Donc on ne pourra rien faire. Mais de l'autre côté, si tout est centralisé, on ne prendra pas en compte les réalités du terrain. Et on ne prendra pas en compte les différentes situations et on éloignera la responsabilité des gens. Donc à partir de ces deux convictions, je me suis mis avec mes collègues à construire ce qu'on a fini par appeler le PPDRI. Et on a construit un système qui permet l'équilibre entre l'orientation centrale et l'acceptation et la construction de bas en haut de l'activité. Et on a réussi avec le PPDRI à provoquer l'intégration à la base. Parce que mon problème, c'était le suivant. Quand vous parlez d'intersectorialité, nous, en tant que ministre, dans le temps, on se voit toutes les semaines. Donc on discute entre nous, on sait ce qui se passe. Notre problème n'est pas celui-là. Notre problème, c'est que le dispositif qu'on développe chacun dans son secteur arrive à la base en intégré. L'unité de base, c'était la famille. On revient à la question. Et ça a marché. On ne s'attendait pas que ça marche. Et il y a des gens, jusqu'à maintenant, vous êtes à Borj-Bouharis, vous allez un peu en Kabylie, on parle encore des PPDRI. Alors que l'environnement les a oubliés un peu. Alors c'était une intégration des politiques sectorielles, c'était une intégration des dispositifs, et c'était une intégration à la base par rapport à la cible. Et j'ai vu que ça marchait. Bien sûr, il nous fallait d'autres outils pour qu'on ne se trompe pas. On a imaginé un outil de planification et d'orientation. C'était le célèbre SNADR, le Système national d'aide à la décision pour le développement rural, qui est une plateforme avant l'heure, et qui nous donnait le schéma pour s'orienter. Et à la base, et à côté de ça, il y avait une autre plateforme pour pouvoir suivre tout ce qui se passait au moment qu'il fallait, au moment opportun. Et donc, ça impliquait une réaction. Et avec ça, qu'on a appelé CPSRR, qui avait un autre nom, donc, avec ces trois démarches, ça a marché dans les lieux les plus reculés de l'Algérie. Et il y a eu du développement intégré à ce moment-là. Et donc, je me suis dit, mais c'est possible. Et on s'est rencontrés, donc quand on a fait tout ça, on n'est pas resté dans le domaine administratif. Parce que dès le moment où on a dit ça, on s'est rencontrés, on est devenus de grands amis avec Jma'a dans toutes les régions. Que ce soit Jma'a à la montagne ou la Jma'a à Sahara. Donc, c'est tout cela qui a permis, donc j'ai vu que c'est possible. Comment faire? C'est possible. Et ils écoutent, ils disent qu'ils n'écoutent pas. Et ils nous montraient des choses. Alors, moi, à ce moment-là, je ne connaissais pas, avant ça, je ne connaissais pas le téléphone Thoraya, je n'entendais pas parler. Quand j'étais au Grand Sud, j'ai trouvé que sous la tente, les gens avaient le Thoraya et discutaient avec tout le monde. وقلت لهم شنو هذا؟ قال لك يا ودي هذا بقى نهضروا جماعتنا في ليبيا. تعرف احنا تعرف احنا ذاك الوقت les grands chefs avaient de grands téléphones dans les voitures. Donc, c'est faux de dire que ces gens-là ne sont pas ouverts à la technologie. J'avais fait une approche en comparant avec nos voisins. Et on avait trouvé que l'ouverture ici était beaucoup plus grande.
Et ils étaient beaucoup plus réceptifs. Je passe à autre chose. L'autre conviction, c'est que je me suis dit, il n'y a pas de territoire sans avenir, c'est un slogan Tana. Il n'y a pas de territoire sans avenir, il n'y a que des territoires sans projet. C'est-à-dire que dans chaque zone, dans chaque territoire, il y a des potentialités. Il faut les découvrir. Et je disais encore plus, le synonyme, le rural est synonyme d'avenir et de potentialité à découvrir et à valoriser. On ne le connaît pas. Vous trouvez des gens, des pays, et quand on disait réconciliation, réconciliation avec soi-même d'abord. انت تشوف اسمر وباين اصله منين والصوت تاعه منين تقول له منينك يقول لك انا من الزرع احكي. Il avait honte de dire d'où il venait. C'est pas normal. Et on l'a vécu pendant longtemps. Maintenant ça commence à changer. Quel donc réconcilier avec soi-même, réconcilier avec l'histoire, avec son territoire. Beaucoup de gens vivent dans des zones, ils ne les connaissent pas. Et se réconcilier, donc, avec son avenir, il se réconcilie avec son pays et son unité. C'est comme ça qu'on renforce l'unité nationale. Donc c'est un processus difficile, mais c'est ça le fondement. Ensuite, il y a eu, quelqu'un a parlé de la complémentarité. Bien sûr, à partir de ce que je viens de dire, la complémentarité est essentielle. Parce que c'est une filière agricole. Et la filière agricole et toute filière, il faut que tous les acteurs travaillent dans le même sens. Dès le moment où il y a quelqu'un qui sort des rangs, ou là il casse, peut-être, ou bien ils prennent des décisions qui, à son niveau, sont justes, ou peuvent paraître comme justes, mais qui font des dégâts dans toute la filière. Et ensuite, on se rend compte et on vient corriger après coup. Autre question, قال الصحراء, mais quand j'ai dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucun territoire sans avenir. Il faut partir de là. Maintenant, l'agriculture a ses règles. Quand vous allez dans une zone, il faut respecter la zone d'abord. Il faut bien l'écouter. Il faut bien la voir. Et chaque zone a des atouts et a des handicaps et des contraintes. Au Sahara, nous avons l'eau qu'on peut utiliser jusqu'à un certain niveau. On a le soleil. Et la plante a besoin de trois choses. A besoin de l'eau, a besoin du soleil, de la chaleur, et a besoin du sol, de la nourriture. On ramène la nourriture. Maintenant, tout ça, il faut le faire avec intelligence, il faut le faire pour durabiliser. Normalement, quand on donne des terres à quelqu'un au sud, on ne lui dit pas, on te donne des terres. Normalement, on devrait dire deux choses. On te donne tant d'eau et comme condition, tu dois créer de l'humus. Et quand on lui dit créer de l'humus, ça veut dire que techniquement, il doit mettre en place tout un dispositif pour ça, parce que s'il quitte la zone, il ne faut pas qu'il nous la laisse stérile. Il faut qu'il la laisse fertile. C'est ça l'enjeu. C'est pour ça qu'on a mis l'agriculture au Sahara. C'est une série d'innovations. C'est une série de recherches. On est dans un milieu où il faudrait que la technique soit là. Donc, dès le moment où on insulte la nature, elle nous le fait payer, ça c'est clair. Quelle que soit la situation.
Donc, la santé publique. La dame, on est là. Non, effectivement, petit à petit, on s'achemine à comprendre ce que c'est One Health. C'est comme dans l'agriculture, c'est le même problème qui se pose. Hein? Je me rappelle, je suis vétérinaire de formation. Donc, quand j'ai commencé à travailler à l'est du pays, un jour, j'ai vu une maladie carentielle. Et donc, je cherchais à régler le problème pour les éleveurs. Et j'ai été demandé quelle est la structure du sol, quels sont les minéraux qui existent, quelle plante, comment elle est. On m'a répondu, c'est ça le problème. Ensuite, petit à petit, je suis venu au ministère. J'en ai créé une des premières actions, toujours dans la même logique. Hein. Pour moi, on ne peut pas travailler seul. La santé, c'est l'homme, c'est une synthèse de tout. Galant, on a mis les zoonoses. Les comités de zoonoses qui sont dirigés par le ministère de l'Agriculture. C'est le président, c'est le ministre de l'Agriculture. Et les comités du wilaya, où il y a les wali, où il y a la santé, où il y a avant les maladies à transmission hydrique. Bon, comment ça fonctionne, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est en train d'effleurer beaucoup de choses. Mais on peut en parler longuement. Parce qu'en fin de compte, la santé n'est qu'une résultante du territoire. C'est tout. D'abord, je pense qu'on a une communication dans ce sens en avril à Annaba autour de ce sujet-là. Donc, c'est un groupe de recherche, de chercheurs qui s'intéressent à cette notion de One Health, etc. Et donc, ils nous ont invités pour. Donc, c'est des choses importantes. Ça rejoint la complémentarité. On ne peut pas. Quand on travaille avec du vivant, que ce soit la santé ou l'agriculture, on est avec la végétale ou la biologie végétale ou la biologie animale. Donc on est dans cette logique de complémentarité. Donc je pense, vous avez posé la question sur la formation, l'information, etc. Oui, c'est capital. C'est capital. Donc, mais seulement parfois quand on est dans un groupe où il y a des gens qui découvrent des mots au milieu, donc petit à petit, on revient à la sagesse populaire. Pour ne pas dire la sagesse paysanne. Donc c'est des évolutions qui vont venir. Donc on parle des individus comme on peut parler du pays. Dans son ensemble, on est dans cette évolution et je pense que lorsqu'on a dit on veut moderniser, c'est la modernisation dans son sens le plus large. On ne peut pas moderniser sans moderniser les institutions. Et donc, en plus de ça, de tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire il y a un petit acte très simple. Appliquons ce qui est écrit. Parce que ce qui est écrit aujourd'hui, même avec ses lacunes, est souvent en avance sur ce qui est en train de se faire. Ou la chose essentielle, c'est le respect mutuel. Pardon? Les bonnes pratiques de l'agriculteur. Oui, c'est exact. C'est les bonnes pratiques de l'agriculture. Maintenant, le problème, souvent on le vit dans l'agriculture. Quand vous dites les bonnes pratiques de l'agriculteur, qu'il doit les appliquer. Il y a aussi les bonnes pratiques de l'industriel. Il y a aussi les bonnes pratiques du médecin. Il y a aussi les bonnes pratiques du géographe. Et ainsi de suite. Je dis géographe parce que c'est Atarana. Donc c'est les bonnes pratiques pour tout le monde. Mais souvent, on accuse l'agriculteur parce que c'est lui qui ne peut pas parler. Parce qu'il est isolé, il est dans la nature,
il est dans le rural. Parfois, son représentant, quand il n'est pas son vrai représentant, parle contre lui. Résultat des courses, c'est le premier accusé. Dans la presse. Ça continue. Donc, je ne sais pas si j'ai oublié. La question de l'étranger. On n'a pas parlé de l'effet de... J'ai effleuré ça rapidement. J'ai dit en 1996, on nous a obligés, entre guillemets, les conditionnalités du FMI, à revoir les choses. On a commencé à parler de la sécurité alimentaire à la place de l'autosuffisance alimentaire, sans savoir ce que ça veut dire. Parce que la sécurité alimentaire, comme par hasard, on a commencé le sommet mondial à la FAO, c'était en 1996. J'ai besoin de formation, l'agriculteur a besoin d'être informé. Il est isolé dans la nature, il est وحده قاعد في الخلا أو يخدم صباح الليل. Il a besoin d'être informé. Quand on arrive à bien le former, il a besoin d'être formé. Ensuite, il a besoin d'être accompagné et conseillé pour des actions chez lui. Et il a besoin qu'on l'entende. Quelle est l'organisation qu'on a mise en place? C'est la Chambre d'agriculture. La Chambre d'agriculture est construite sur une dualité. C'est une organisation para-publique. La mission principale, elle doit être l'interface avec les agriculteurs pour emmener la bonne nouvelle ou les bonnes informations ou les bonnes techniques auprès des agriculteurs. Leur mission, c'est celle-ci, les chambres d'agriculture. Donc, première mission. Deuxième mission, l'agriculteur, il y a des choses qu'il peut faire seul, il y a des choses où il a besoin des autres. On doit acheter un tracteur ensemble. Il n'a pas assez d'argent. Il veut savoir où est-ce qu'on vend les intrants. Il veut avoir des intrants moins chers. Il veut avoir... Ça, c'est toute la série que la loi prévoit. Les coopératives, les groupements, les associations. C'est ça. Donc, c'est pour lui régler ce deuxième problème. Troisième problème. Il a produit, il veut vendre. Il veut gagner. Il veut travailler sur le long terme. Il ne veut pas travailler par à coup. Il a besoin de savoir les commerçants qu'est-ce qu'ils veulent. Il a besoin de savoir les industriels qu'est-ce qu'ils veulent. Il a besoin à ce que les chercheurs qu'est-ce qu'ils veulent. On lui a rapproché tout ça par l'interprofession. Et c'est à l'interprofession de construire la filière. Ce n'est pas l'administration. Donc, quand vous lisez les textes, vous oubliez ce qui se passe. Vous lisez ce qu'il y a. Et vous trouvez le quatrième, c'est le syndicat. Et le syndicat, il est dans la défense des intérêts par rapport aux autres. Donc, on est en train de parler de l'écosystème. Donc, les quatre sont là pour régler les problèmes qui se sont accumulés au fur et à mesure chez les agriculteurs. L'objectif, je vais vous donner qu'un exemple. En Suisse, les aviculteurs, يقال عليهم أنهم les plus grands organisateurs. Et ils respectent la loi. Un aviculteur ne bouge pas de son exploitation.
la surface, la grande surface, lui dit, Monsieur Flan Ben Flan, nous voulons avoir du poulet à 900 grammes. Oui, tous les autres services viennent chez lui. Et tout est réglé. Est-ce que c'est la réalité Non, non, non. Mais non, je dis, non, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. C'est pour ça que j'ai commencé par répondre à ta question. Hein? Première chose, il y a des textes. Appliquons-les. Un jour, quelqu'un m'a dit, je saute à une autre question, résume-moi l'agriculture. Et il ne faut pas que tu écrives plus de 2 pages sur toute l'agriculture. Comment je vais faire, Anna? Je me suis cassé la tête. J'ai dit tout simplement, les mots n'ont plus de sens. Coopérative, mais si coopérative. L'office n'est pas office. Office, c'est un bureau. Tu as l'anglais. C'est un bureau. Ce n'est pas une entreprise. Pourquoi on dit l'entreprise féminine? Coopérative. C'est les coopérateurs. Maintenant, on peut trouver les explications. Pourquoi? On peut trouver. C'est Nasser Hadar, les CIP, les SAP, hein? C'est vrai. Avant l'indépendance, toutes ces organisations étaient aux mains des colons. Donc nos agriculteurs, pour eux, c'est al-Khurin. C'est des instruments de domination. Il y a quelques Algériens étaient acceptés pour les strapontins. D'abord, qui sont devenus les grands agriculteurs. Après. Donc, à partir de là, il y a un rejet. Après l'indépendance, l'État s'est substitué à tout le monde. C'est moi qui crée les coopératives. Donc, qui crée les coopératives. Donc avec l'agriculteur, qui devait être responsable de ces... Et petit à petit, devenu, قال dit, تاعهم ماشي تاعنا تاع البايلك. Tu ajoutes l'histoire de la période ottomane. Tu trouves dans l'inconscient des gens cela. Maintenant, comment sortir? C'est ça la question de Sinas. Comment construire? Je ne vous cache pas, on est tous, on se partage les mêmes questionnements. Hein? Mais j'ai eu la chance ou l'honneur de travailler pendant 6 ans comme ministre délégué du développement rural. Et quand j'abordais le rural, je me disais, oui, avec qui, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Développement, introduire le progrès dans un monde rural, j'ai sillonné tout le pays. C'est une chance, hein, que beaucoup n'ont pas eu. J'ai eu la chance de parler avec les ruraux de toutes les régions du pays. Et chaque fois, je me posais la question, comment faire pour que je trouve le moyen de construire quelque chose? Petit à petit, je me suis fait 2 convictions. La première, si on les laisse seuls, sans orientation, sans une approche globale, c'est la dispersion, c'est tout le monde chante sa chanson. Donc on ne pourra rien faire. Mais de l'autre côté, si tout est centralisé, on ne prendra pas en compte les réalités du terrain. Et on ne prendra pas en compte les différentes situations et on éloignera la responsabilité des gens. Donc à partir de ces 2 convictions, je me suis mis avec mes collègues à construire ce qu'on a fini par appeler le PPDRI.
Et on a construit un système qui permet l'équilibre entre l'orientation centrale et l'acceptation et la construction de bas en haut de l'activité. Et on a réussi avec le PPDRI à provoquer l'intégration à la base. Parce que mon problème, c'était le suivant. Quand vous parlez d'intersectorialité, nous, en tant que ministres, dans le temps, on se voit toutes les semaines. Donc on discute entre nous, on sait ce qui se passe. Notre problème n'est pas celui-là. Notre problème, c'est que le dispositif qu'on développe chacun dans son secteur arrive à la base en intégré. L'unité de base, c'était la famille. On revient à la question. Et ça a marché. On ne s'attendait pas que ça marche. Et il y a des gens, jusqu'à maintenant, vous êtes à Borj-Bouharis, vous allez un peu en Kabylie, on parle encore des PPDRI. Alors que l'environnement les a oubliés un peu. Alors c'était une intégration des politiques sectorielles, c'était une intégration des dispositifs, et c'était une intégration à la base par rapport à la cible. Et j'ai vu que ça marchait. Bien sûr, il nous fallait d'autres outils pour qu'on ne se trompe pas. On a imaginé un outil de planification et d'orientation. C'était le célèbre SNADR, le Système national d'aide à la décision pour le développement rural, qui est une plateforme avant l'heure, et qui nous donnait le schéma pour s'orienter. Et à la base, et à côté de ça, il y avait une autre plateforme pour pouvoir suivre tout ce qui se passait au moment qu'il fallait, au moment opportun. Et donc, ça impliquait une réaction. Et avec ça, qu'on a appelé CPSRR, qui avait un autre nom, donc, avec ces trois démarches, ça a marché dans les lieux les plus reculés de l'Algérie. Et il y a eu du développement intégré à ce moment-là. Et donc, je me suis dit, mais c'est possible. Et on s'est rencontrés, donc quand on a fait tout ça, on n'est pas resté dans le domaine administratif. Parce que dès le moment où on a dit ça, on s'est rencontrés, on est devenus de grands amis avec Jma'a dans toutes les régions. Que ce soit Jma'a à la montagne ou la Jma'a à Sahara. Donc, c'est tout cela qui a permis, donc j'ai vu que c'est possible. Comment faire? C'est possible. Et ils écoutent, ils disent qu'ils n'écoutent pas. Et ils nous montraient des choses. Alors, moi, à ce moment-là, je ne connaissais pas, avant ça, je ne connaissais pas le téléphone Thoriya, je n'entendais pas parler. Quand j'étais au Grand Sud, j'ai trouvé que sous la tente, les gens avaient le Thoriya et discutaient avec tout le monde. وقلت لهم شنو هذا؟ قال لك يا ودي هذا بقى نهضروا جماعتنا في ليبيا. اها تعرف احنا تعرف احنا ذاك الوقت les grands chefs avaient de grands téléphones dans les voitures. Donc, c'est faux de dire que ces gens-là ne sont pas ouverts à la technologie. J'avais fait une approche en comparant avec nos voisins. Et on avait trouvé que l'ouverture ici était beaucoup plus grande. Et ils étaient beaucoup plus réceptifs. Je passe à autre chose. L'autre conviction, c'est que je me suis dit, il n'y a pas de territoire sans avenir, c'était un slogan Tana. Il n'y a pas de territoire sans avenir, il n'y a que des territoires sans projet. C'est-à-dire que dans chaque zone, dans chaque territoire, il y a des potentialités. Il faut les découvrir. Et je disais encore plus, le rural est synonyme d'avenir et de potentialité à découvrir et à valoriser. On ne le connaît pas. Vous trouvez des gens des pays, et quand on disait réconciliation,
قال réconciliation avec soi-même d'abord. انت تشوف سمر وباين اصله منين والصوت تاعه منين، تقول له منينك يقول لك انا من الزرع احكي. Il avait honte de dire d'où il venait. C'est pas normal. Et on l'a vécu pendant longtemps. Maintenant, ça commence à changer. Quel donc réconcilier avec soi-même, réconcilier avec l'histoire, avec son territoire. Beaucoup de gens vivent dans des zones, ils ne les connaissent pas. Et se réconcilier donc avec son avenir, et se réconcilier avec son pays et son unité. C'est comme ça qu'on renforce l'unité nationale. Donc c'est un processus difficile, mais c'est ça le fondement. Ensuite, il y a eu, quelqu'un a parlé de la complémentarité. Bien sûr, à partir de ce que je viens de dire, la complémentarité est essentielle. Parce que c'est une filière agricole. Et la filière agricole et toute filière, il faut que tous les acteurs travaillent dans le même sens. Dès le moment où il y a quelqu'un qui sort des rangs ou là il casse, peut-être, ou bien ils prennent des décisions qui à son niveau sont justes, ou peuvent paraître comme justes, mais qui font des dégâts dans toute la filière. Et ensuite on se rend compte et on vient corriger après coup. Autre question, قال الصحراء, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucun territoire sans avenir. Il faut partir de là. Maintenant, l'agriculture a ses règles. Quand vous allez dans une zone, il faut respecter la zone d'abord. Il faut bien l'écouter. Il faut bien la voir. Et chaque zone a des atouts et a des handicaps et des contraintes. Au Sahara, nous avons l'eau qu'on peut utiliser jusqu'à un certain niveau. On a le soleil. Et la plante a besoin de trois choses. A besoin de l'eau, a besoin du soleil, de la chaleur, et a besoin du sol, de la nourriture. Quand on ramène la nourriture, maintenant tout ça, il faut le faire avec intelligence, il faut le faire pour durabiliser. Normalement, quand on donne des terres à quelqu'un au sud, on ne lui dit pas, on te donne des terres. Normalement, on devrait dire deux choses. On te donne tant d'eau et comme condition, tu dois créer de l'humus. Et quand on lui dit créer de l'humus, ça veut dire que techniquement, il doit mettre en place tout un dispositif pour ça, parce que s'il quitte la zone, il ne faut pas qu'il nous la laisse stérile. Il faut qu'il la laisse fertile. C'est ça l'enjeu. C'est pour ça qu'on a mis l'agriculture au Sahara. C'est une série d'innovations. C'est une série de recherches. On est dans un milieu où il faudrait que la technique soit là. Donc, dès le moment où on insulte la nature, elle nous le fait payer, ça c'est clair. Quelle que soit la situation. Donc, la santé publique. La dame, on est là. Non, effectivement, petit à petit, on s'achemine à comprendre ce que c'est One Health. C'est comme dans l'agriculture, c'est le même problème qui se pose. Je me rappelle, je suis vétérinaire de formation. Donc, quand j'ai commencé à travailler à l'est du pays, un jour, j'ai vu une maladie carentielle. Et donc, je cherchais à régler le problème pour les éleveurs. Et j'ai été demandé
quelle est la structure du sol, quels sont les minéraux qui existent, quelles plantes, comment elles... On m'a répondu, c'est ça le problème. Ensuite, petit à petit, je suis venu au ministère, j'en ai créé une des premières actions, toujours dans la même logique. Hein. Pour moi, on ne peut pas travailler seul. La santé, l'homme, c'est une synthèse de tout. On a mis les zoonoses. Les comités de zoonoses qui sont dirigés par le ministère de l'Agriculture. C'est le président, c'est le ministre de l'Agriculture. Et les comités du wilaya, où il y a les wali, où il y a la santé, où il y a avant les maladies à transmission hydrique. Bon, comment ça fonctionne, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est en train d'effleurer beaucoup de choses. Mais on peut en parler longuement. Parce qu'en fin de compte, la santé n'est qu'une résultante du territoire. C'est tout. D'abord, je pense qu'on a une communication dans ce sens en avril à Annaba autour de ce sujet-là. Donc, c'est un groupe de recherche, de chercheurs qui s'intéressent à cette notion de One Health, etc. Et donc, ils nous ont invités pour. Donc, c'est des choses importantes. Ça rejoint la complémentarité. On ne peut pas. Quand on travaille avec du vivant, que ce soit la santé ou l'agriculture, on est avec la végétale ou la biologie végétale ou la biologie animale. Donc on est dans cette logique de complémentarité. Donc je pense, vous avez posé la question sur la formation, l'information, etc. Oui, c'est capital. C'est capital. Donc, mais seulement parfois quand on est dans un groupe où il y a des gens qui découvrent des mots au milieu, donc petit à petit, on revient à la sagesse populaire. Pour ne pas dire la sagesse paysanne. Donc c'est des évolutions qui vont venir. Donc on parle des individus comme on peut parler du pays. Dans son ensemble, on est dans cette évolution et je pense que lorsqu'on a dit on veut moderniser, c'est la modernisation dans son sens le plus large. On ne peut pas moderniser sans moderniser les institutions. Et donc, en plus de ça, de tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire il y a un petit acte très simple. Appliquons ce qui est écrit. Parce que ce qui est écrit aujourd'hui, même avec ses lacunes, est souvent en avance sur ce qui est en train de se faire. Ou la chose essentielle, c'est le respect mutuel. Pardon? Les bonnes pratiques de l'agriculteur. Oui, c'est exact. C'est les bonnes pratiques de l'agriculture. Maintenant, le problème, souvent on le vit dans l'agriculture. Quand vous dites les bonnes pratiques de l'agriculteur, qu'il doit les appliquer. Il y a aussi les bonnes pratiques de l'industriel. Il y a aussi les bonnes pratiques du médecin. Il y a aussi les bonnes pratiques du géographe. Et ainsi de suite. Je dis géographe parce que c'est Atarana. Donc c'est les bonnes pratiques pour tout le monde. Mais souvent, on accuse l'agriculteur parce que c'est lui qui ne peut pas parler. Parce qu'il est isolé, il est dans la nature, il est dans le rural. Parfois, son représentant, quand il n'est pas son vrai représentant, parle contre lui. Résultat des courses, c'est le premier accusé. Dans la presse. Ça continue. Donc, je ne sais pas si j'ai oublié. La question de l'étranger. On n'a pas parlé de l'effet de... J'ai effleuré ça rapidement. J'ai dit en 1996, on nous a obligés, entre guillemets, les conditionnalités du FMI.
à revoir les choses. On a commencé à parler de la sécurité alimentaire à la place de l'autosuffisance alimentaire, sans savoir ce que ça veut dire. Parce que la sécurité alimentaire, comme par hasard, on a commencé le sommet mondial à la FAO, c'était en 96, où il y a eu la définition, تعريف تاع كلمة الأمن الغذائي. في نفس الوقت, en 94, si vous faites la lecture, c'était les accords de Marrakech. C'était à l'OMC. La définition de la sécurité alimentaire, il faut que chaque gouvernement, chaque État, doit s'assurer, ou assurer à sa population une alimentation saine et loyale. Jusque-là, c'est bon. Je ne vais pas répondre à chacun, je vais répondre en général, parce que les questions se recoupent. Hein? Questions se recoupent. Je vais commencer par la question qu'avait oubliée, c'est Attar. Cet agriculteur au milieu, et est-ce qu'il doit se mettre à la disposition de ces 4 ou 5 institutions? Oui, c'est vrai. C'est trop, c'est trop. Hein? Alors il faut reposer la question autrement. C'est les institutions qui doivent être à sa disposition et non l'inverse. Selon l'histoire des organisations professionnelles dans le monde, selon les textes qui régissent les missions de toutes les institutions qui sont là, c'est une évidence, d'une clarté totale. Qu'est-ce que ça veut dire? L'agriculteur, on a dit, tout travaille pour faciliter le travail de l'agriculteur. Tout. Bon, comment on réfléchit? Quand on a construit ces organisations, je parle des textes. J'ai besoin de formation, l'agriculteur a besoin d'être informé. Il est isolé dans la nature, il est وحده راه قاعد في الخلا أو يخدم صباح الليل. Il a besoin d'être informé. Quand on arrive à bien le former, il a besoin d'être formé. Ensuite, il a besoin d'être accompagné et conseillé pour des actions chez lui. Et il a besoin qu'on l'entende. Quelle est l'organisation qu'on a mise en place? C'est la Chambre d'agriculture. La Chambre d'agriculture est construite sur une dualité. C'est une organisation para-publique. La mission principale, elle doit être l'interface avec les agriculteurs pour emmener la bonne nouvelle ou les bonnes informations ou les bonnes techniques auprès des agriculteurs. Leur mission, c'est celle-ci, les chambres d'agriculture. Donc, première mission. Deuxième mission, l'agriculteur, il y a des choses qu'il peut faire seul, il y a des choses où il a besoin des autres. On doit acheter un tracteur ensemble. Il n'a pas assez d'argent. Il veut savoir où est-ce qu'on vend les intrants. Il veut avoir des intrants moins chers. Il veut avoir... Ça, c'est toute la série que la loi prévoit. Les coopératives, les groupements, les associations. C'est ça. Donc, c'est pour lui régler ce deuxième problème. Troisième problème. Il a produit, il veut vendre. Il veut gagner. Il veut travailler sur le long terme. Il ne veut pas travailler par un coup. Il a besoin de savoir les commerçants qu'est-ce qu'ils veulent.
Il a besoin de savoir les industriels, qu'est-ce qu'ils veulent. Il a besoin à ce que les chercheurs, qu'est-ce qu'ils veulent, on lui a rapproché tout ça par l'interprofession. Et c'est à l'interprofession de construire la filière. Ce n'est pas l'administration. Donc, quand vous lisez les textes, vous oubliez ce qui se passe. Vous lisez ce qu'il y a. Et vous trouvez le quatrième, c'est le syndicat. Et le syndicat, il est dans la défense des intérêts par rapport aux autres. Donc on est en train de parler de l'écosystème. Donc les quatre sont là pour régler les problèmes qui se sont accumulés au fur et à mesure chez les agriculteurs. L'objectif, je vais vous donner un exemple. En Suisse, les aviculteurs, يقال عليهم انهم les plus grands organisateurs. Et ils respectent la loi. Un aviculteur ne bouge pas de son exploitation. La surface, la grande surface, lui dit, Monsieur Flan Ben Flan, nous voulons avoir du poulet à 900 grammes. Oui, tous les autres services viennent chez lui. Et tout est réglé. Est-ce que c'est la réalité? Non, non, non. Mais non, je dis, non, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. C'est pour ça que j'ai commencé par répondre à ta question. Hein? Première chose, il y a des textes. Appliquons-les. Un jour, quelqu'un m'a dit, je saute à une autre question, résume-moi l'agriculture. Et il ne faut pas que tu écrives plus de 2 pages sur toute l'agriculture. Comment je vais faire, Anna? Je me suis cassé la tête. J'ai dit tout simplement, les mots n'ont plus de sens. Coopérative, mais si coopérative. L'office n'est pas office. Office, c'est un bureau. Tu l'anglais. C'est un bureau. Ce n'est pas une entreprise. Pourquoi on dit l'entreprise féminine? Coopérative. C'est les coopérateurs. Maintenant, on peut trouver les explications. Pourquoi? On peut trouver. C'est Nasser Hadar, les CIP, les SAP, c'est vrai. Avant l'indépendance, toutes ces organisations étaient aux mains des colons. Donc nos agriculteurs, pour eux, c'est des instruments de domination. Il y a quelques Algériens étaient acceptés les strapontins. D'abord, qui sont devenus les grands agriculteurs, après. Donc, c'est à partir de là, il y a un rejet. Après l'indépendance, l'État s'est substitué à tout le monde. C'est moi qui crée les coopératives. Donc, qui crée les coopératives? Donc avec l'agriculteur, qui devait être responsable de ces... Et petit à petit, devenu, tu ajoutes l'histoire de la période ottomane. Tu trouves dans l'inconscient des gens cela. Maintenant, comment sortir? C'est ça la question de Sinas. Comment construire? Je ne vous cache pas, on est tous, on se partage les mêmes questionnements. Hein? Mais j'ai eu la chance ou l'honneur de travailler pendant 6 ans comme ministre délégué du développement rural. Et quand j'abordais le rural, je me disais, oui, avec qui, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Développement, introduire le progrès dans un monde rural, et j'ai sillonné tout le pays. C'est une chance, hein, que beaucoup n'ont pas eu.
J'ai eu la chance de parler avec des ruraux de toutes les régions du pays. Chaque fois, je me posais la question, comment faire pour que je trouve le moyen de construire quelque chose. Petit à petit, je me suis fait 2 convictions. La première, si on les laisse seuls, sans orientation, sans une approche globale, c'est la dispersion, c'est tout le monde chante sa chanson. Donc on ne pourra rien faire. Mais de l'autre côté, si tout est centralisé, on ne prendra pas en compte les réalités du terrain. Et on ne prendra pas en compte les différentes situations et on éloignera la responsabilité des gens. Donc à partir de ces 2 convictions, je me suis mis avec mes collègues à construire ce qu'on a fini par appeler le PPDRI. Et on a construit un système qui permet l'équilibre entre l'orientation centrale et l'acceptation et la construction de bas en haut de l'activité. Et on a réussi avec le PPDRI à provoquer l'intégration à la base. Parce que mon problème, c'était le suivant. Quand vous parlez d'intersectorialité, nous, en tant que ministres, dans le temps, on se voit toutes les semaines. Donc on discute entre nous, on sait ce qui se passe. Notre problème n'est pas celui-là. Notre problème, c'est que le dispositif qu'on développe chacun dans son secteur arrive à la base en intégré. L'unité de base, c'était la famille. On revient à la question. Et ça a marché. On ne s'attendait pas que ça marche. Et il y a des gens, jusqu'à maintenant, vous êtes à Borj-Bouharis, vous allez un peu en Kabylie, on parle encore des PPDRI. Alors que l'environnement les a oubliés un peu. Alors c'était une intégration des politiques sectorielles, c'était une intégration des dispositifs, et c'était une intégration à la base par rapport à la cible. Et j'ai vu que ça a marché. Bien sûr, il nous fallait d'autres outils pour qu'on ne se trompe pas. On a imaginé un outil de planification et d'orientation. C'était le célèbre SNADR, le Système national d'aide à la décision pour le développement rural, qui est une plateforme avant l'heure, et qui nous donnait le schéma pour s'orienter. Et à la base, et à côté de ça, il y avait une autre plateforme pour pouvoir suivre tout ce qui se passait au moment qu'il fallait, au moment opportun. Et donc, ça impliquait une réaction. Et avec ça, qu'on a appelé CPSRR, qui avait un autre nom, donc, avec ces 3 démarches, ça a marché dans les lieux les plus reculés de l'Algérie. Et il y a eu du développement intégré à ce moment-là. Et donc, je me suis dit, mais c'est possible. Et on s'est rencontrés, donc quand on a fait tout ça, on n'est pas resté dans le domaine administratif. Parce que dès le moment où on a dit ça, on s'est rencontrés, on est devenus de grands amis avec Jma'a dans toutes les régions. Que ce soit Jma'a à la montagne ou la Jma'a à Sahara. Donc, c'est tout cela qui a permis, donc j'ai vu que c'est possible. Comment faire? C'est possible. Et ils écoutent, ils disent qu'ils n'écoutent pas. Et ils nous montraient des choses. Alors, moi, à ce moment-là, je ne connaissais pas, avant ça, je ne connaissais pas le téléphone Thoraya, je n'entendais pas parler. Quand j'étais au Grand Sud, j'ai trouvé que sous la tente, les gens avaient le Thoraya et discutaient avec tout le monde. وقلت لهم شنو هذا؟ قال لك يا ودي هذا بقى نهضروا جماعتنا في ليبيا. تعرف
On savait, ذاك الوقت, les grands chefs avaient de grands téléphones dans les voitures. Donc, c'est faux de dire que ces gens-là ne sont pas ouverts à la technologie. J'avais fait une approche en comparant avec nos voisins. Et on avait trouvé que l'ouverture ici était beaucoup plus grande. Et ils étaient beaucoup plus réceptifs. Je passe à autre chose. L'autre conviction, c'est que je me suis dit, il n'y a pas de territoire sans avenir, c'est un slogan Tana. Il n'y a pas de territoire sans avenir, il n'y a que des territoires sans projet. C'est-à-dire que dans chaque zone, dans chaque territoire, il y a des potentialités. Il faut les découvrir. Et je disais encore plus, le rural est synonyme d'avenir et de potentialité à découvrir et à valoriser. On ne le connaît pas. Vous trouvez des gens des pays, et quand on disait réconciliation, réconciliation avec soi-même d'abord. انت تشوف اسمر وباين اصله منين والصوت تاعه منين تقول له منينك يقول لك انا من الزرع احكي. Il avait honte de dire d'où il venait. C'est pas normal. Et on l'a vécu pendant longtemps. Maintenant ça commence à changer. Donc réconcilier avec soi-même, réconcilier avec l'histoire, avec son territoire. Beaucoup de gens vivent dans des zones, ils ne les connaissent pas. Et se réconcilier, donc, avec son avenir, et se réconcilier avec son pays et son unité. C'est comme ça qu'on renforce l'unité nationale. Donc c'est un processus difficile, mais c'est ça le fondement. Ensuite, il y a eu, quelqu'un a parlé de la complémentarité. Bien sûr, à partir de ce que je viens de dire, la complémentarité est essentielle. Parce que c'est une filière agricole. Et la filière agricole et toute filière, il faut que tous les acteurs travaillent dans le même sens. Dès le moment où il y a quelqu'un qui sort des rangs, ou là il casse, peut-être, ou bien ils prennent des décisions qui, à son niveau, sont justes, ou peuvent paraître comme justes, mais qui font des dégâts dans toute la filière. Et ensuite, on se rend compte et on vient corriger après coup. Autre question, قال الصحراء, mais quand j'ai dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucun territoire sans avenir. Il faut partir de là. Maintenant, l'agriculture a ses règles. Quand vous allez dans une zone, il faut respecter la zone d'abord. Il faut bien l'écouter. Il faut bien la voir. Et chaque zone a des atouts et a des handicaps et des contraintes. Au Sahara, nous avons l'eau qu'on peut utiliser jusqu'à un certain niveau. On a le soleil. Et la plante a besoin de trois choses. A besoin de l'eau, a besoin du soleil, de la chaleur, et a besoin du sol, de la nourriture. On ramène la nourriture. Maintenant, tout ça, il faut le faire avec intelligence, il faut le faire pour durabiliser. Normalement, quand on donne des terres à quelqu'un au sud, on ne lui dit pas, on te donne des terres. Normalement, on devrait dire deux choses. On te donne tant d'eau et comme condition, tu dois créer de l'humus. Et quand on lui dit créer de l'humus, ça veut dire que techniquement, il doit mettre en place tout un dispositif pour ça, parce que s'il quitte la zone, il ne faut pas qu'il nous la laisse stérile.
il faut qu'il la laisse fertile. C'est ça l'enjeu. C'est pour ça qu'on a mis l'agriculture au Sahara. C'est une série d'innovations. C'est une série de recherches. On est dans un milieu où il faudrait que la technique soit là. Donc, dès le moment où on insulte la nature, elle nous le fait payer, ça c'est clair. Quelle que soit la situation. Donc, la santé publique. La dame, ah bon, elle est là. Non, effectivement, petit à petit, on s'achemine à comprendre ce que c'est One Health. C'est comme dans l'agriculture, c'est le même problème qui se pose. Hein? Je me rappelle, je suis vétérinaire de formation. Donc, quand j'ai commencé à travailler à l'est du pays, un jour, j'ai vu une maladie carentielle. Et donc, je cherchais à régler le problème pour les éleveurs. Et j'ai été demandé quelle est la structure du sol, quels sont les minéraux qui existent, quelle plante, comment elle est. On m'a répondu, c'est ça le problème. Ensuite, petit à petit, je suis venu au ministère. J'en ai créé une des premières actions, toujours dans la même logique. Hein. Pour moi, on ne peut pas travailler seul. La santé, l'homme, c'est une synthèse de tout. Galant, on a mis les zoonoses. Les comités de zoonoses qui sont dirigés par le ministère de l'Agriculture. C'est le président, c'est le ministre de l'Agriculture. Et les comités de wilaya, où il y a les wali, où il y a la santé, où il y a avant les maladies à transmission hydrique. Bon, comment ça fonctionne, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est en train d'effleurer beaucoup de choses. Mais on peut en parler longuement. Parce qu'en fin de compte, la santé n'est qu'une résultante du territoire. C'est tout. D'abord, je pense qu'on a une communication dans ce sens en avril à Annaba autour de ce sujet-là. Donc, c'est un groupe de recherche, de chercheurs qui s'intéressent à cette notion de One Health, etc. Et donc, ils nous ont invités pour. Donc, c'est des choses importantes. Ça rejoint la complémentarité. On ne peut pas. Quand on travaille avec du vivant, que ce soit la santé ou l'agriculture, on est avec la végétale ou la biologie végétale ou la biologie animale. Donc on est dans cette logique de complémentarité. Donc je pense, vous avez posé la question sur la formation, l'information, etc. Oui, c'est capital. C'est capital. Donc, mais seulement parfois quand on est dans un groupe où il y a des gens qui découvrent des mots au milieu. Donc petit à petit, on revient à la sagesse populaire. Pour ne pas dire la sagesse paysanne. Donc c'est des évolutions qui vont venir. Donc on parle des individus comme on peut parler du pays. Dans son ensemble, on est dans cette évolution et je pense que lorsqu'on a dit on veut moderniser, c'est la modernisation dans son sens le plus large. On ne peut pas moderniser sans moderniser les institutions. Et donc en plus de ça, de tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire il y a un petit acte très simple. Appliquons ce qui est écrit. Parce que ce qui est écrit aujourd'hui, même avec ses lacunes, est souvent en avance sur ce qui est en train de se faire. Ou la chose essentielle, c'est le respect mutuel. Pardon? Les bonnes pratiques de l'agriculteur. Oui, c'est exact. C'est les bonnes pratiques de l'agriculture. Maintenant, le problème, souvent on le vit dans l'agriculture.
quand vous dites les bonnes pratiques de l'agriculteur qu'il doit les appliquer, il y a aussi les bonnes pratiques de l'industriel. Il y a aussi les bonnes pratiques du médecin. Il y a aussi les bonnes pratiques du géographe. Et ainsi de suite. Je dis géographe parce que c'est Atarana. Donc c'est les bonnes pratiques pour tout le monde. Mais souvent, on accuse l'agriculteur parce que c'est lui qui ne peut pas parler. Parce qu'il est isolé, il est dans la nature, il est dans le rural. Parfois, son représentant, quand il n'est pas son vrai représentant, parle contre lui. Résultat des courses, c'est le premier accusé. Dans la presse. Ça continue. Donc, je ne sais pas si j'ai oublié. La question de l'étranger. On n'a pas parlé de l'effet de... J'ai effleuré ça rapidement. J'ai dit en 1996, on nous a obligés, entre guillemets, les conditionnalités du FMI, à revoir les choses. On a commencé à parler de la sécurité alimentaire à la place de l'autosuffisance alimentaire, sans savoir ce que ça veut dire. Parce que la sécurité alimentaire, comme par hasard, on a commencé le sommet mondial à la FAO, c'était en 1996, où il y a eu la définition, تعريف تاع كلمة الأمن الغذائي. في نفس الوقت, en 1994, si vous faites la lecture, c'était les accords de Marrakech. C'était à l'OMC. La définition de la sécurité alimentaire, il faut que chaque gouvernement, chaque État, doit s'assurer ou assurer à sa population une alimentation saine et loyale. Jusque-là, c'est bon.